À travers le métier de mon papa qui était footballeur, à chaque fois qu'il changeait de club, qu'il bougeait, on bougeait avec lui, avec ma mère et mon petit frère. C'est quoi la plus grosse bêtise que tu as faite? Si je ne connais pas, j'ai du mal à aller vers les autres, je ne sais pas quoi dire, comment amorcer une conversation. On est fusionnels, on est proches, tu sais, avec mes parents, on a 20 ans d'écart. C'était quand même vachement rigide, tu vois, dans le sens où j'ai jamais su dire non. Tu vois, autant mon papa travaillait beaucoup, on passait des moments vraiment privilégiés ensemble. Salut Jade. Salut. Je suis trop contente que tu sois là. Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi de me recevoir, c'est cool. Ce podcast, il s'appelle Grands enfants. Il a vocation à parler de l'enfance en général, de qui on a été enfant et de rappeler un peu à tes souvenirs, tu vois, c'est ce petit prince intérieur qu'on a tous en nous, qui fait aujourd'hui la personne que tu es dans ta globalité, parce que moi je crois que l'enfance c'est vraiment déterminant dans un parcours de vie. Ouais, je suis d'accord. Tu es là aujourd'hui pour un peu nous raconter ton enfance, ses joies, ses peines, ce qu'elle t'a apporté. Mais avant ça, moi, je te présente comme moi tel que je te connais, c'est-à-dire tu es créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, tu es extrêmement visible sur Instagram, tu fais plein de partenariats avec plein de marques, tu fais beaucoup de sport, tu es maman, tu es mariée et puis aujourd'hui tu crées du contenu, tu as été mannequin pendant quelques temps, je crois que ça tu l'as un peu arrêté. Tu as 35 ans et tu es encore plus belle en vrai que sur les réseaux sociaux et ça, il faut le dire aux gens. Et donc, ma présentation est complète. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Ta présentation est très complète. C'est vrai qu'avant les réseaux, j'étais mannequin. J'étais sophrologue aussi. Ok. Et comment ça a été alors au début, donc tes débuts dans le mannequinat, ça s'est fait comment? C'est toi qui t'es lancée, tu avais envie de faire ça? C'est des opportunités que tu as eues? Non, alors en fait on m'a repérée. Moi j'étais à l'université à Los Angeles, j'étudiais, donc je prenais des cours de psy, d'anthropologie et d'acting, donc c'était un peu dans tous les sens. Ok, trop bien, très complet. Ouais, voilà. Et en fait j'avais fait garder ma petite chienne à l'époque par un ami de ma mère et au retour de mon voyage, je vais pour la récupérer. Il s'avère qu'il y avait sa cousine qui était là, qui était bookeuse en agence de mannequinat. Ok. Et là, elle m'a vue, elle m'a dit « Il faut absolument que tu viennes, il faut qu'on te signe. » Et du coup, Elle avait du flair. Ouais. Du coup, j'ai signé et j'ai commencé à bosser. Donc là, c'était aux US. C'était aux US, ouais, et j'avais 19 ans. Et avant ça, tu as beaucoup voyagé, tu as été à une enfance internationale en fait, entre plein d'endroits. Ouais. À travers le métier de mon papa qui était footballeur, à chaque fois qu'il changeait de club, qu'il bougeait, on bougeait avec lui, avec ma mère et mon petit frère. Et c'était cool parce que moi, je l'ai vraiment vu comme une grande aventure. Et à chaque fois qu'on devait partir, alors il y a eu des moments où ça a été difficile, surtout quand on était plus petit avec mon petit frère. Et après, en grandissant, on avait été tellement habitués à changer d'école tous les 2 ans quasiment, qu'au bout d'un moment, on se disait, bon, allez, à quand la nouvelle aventure, à quand le nouveau départ? Et puis à chaque fois, c'était des destinations un peu hors du commun. On est parti vivre au Qatar. Du Qatar, on est parti à Los Angeles, tu vois. Donc à chaque fois, c'était un peu... tu vois, c'était cool. Et tu vivais ça comment? Avec appréhension à chaque fois? Tes parents, ils te l'annonçaient, ils te disaient alors on va partir, les enfants Ouais, ils nous l'annonçaient. Et quand on a quitté, alors avant le Qatar, on était dans le sud de la France. Mon papa jouait à Marseille. Moi, j'étais excitée du fait de découvrir un nouveau pays, une autre culture, quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je connaissais. Surtout qu'à l'époque, le Qatar, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait genre 2 hôtels, un gros mall, et puis tout était en travaux. Et personne n'avait vraiment entendu parler du Qatar à cette époque-là encore. Mon père était un des premiers joueurs de foot à partir, à finir sa carrière là-bas. Et du coup, moi, je l'ai vu comme une grande aventure et je l'ai hyper bien vécu quand on est arrivé là-bas. C'était une super belle expérience. Ça, c'était une enfance hyper riche en fait. Ouais. Et ça, aujourd'hui, tu dirais que ça fait de toi une femme qui est hyper ouverte vers l'international. Comment tu te sens? Tu voyages beaucoup? Tu vis à l'étranger? T'es où là en ce moment? Alors là, en ce moment, j'habite à Paris. Trop bien. Alors, faut dire aussi que je déménage énormément. D'accord. J'ai pas peur de bouger, j'ai pas peur de déménager. Je l'ai vécu toute ma vie, donc ça m'effraie pas. Parce que je sais qu'on est capable de se réinventer et de changer les choses. Et que si ça se passe pas bien, on peut revenir. Et voilà, rien n'est jamais définitif dans la vie. Et ça, quand tu étais enfant, t'en avais conscience
que finalement rien n'était jamais définitif, qu'on pouvait bouger, se réinventer. Comment tes parents ils t'ont expliqué ça Je ne sais pas s'ils me l'ont vraiment expliqué, mais je pense que je l'ai appris au fil des années, après tous les déménagements, tous les changements, devoir tout le temps être la nouvelle à l'école. Mais j'avais mon petit frère avec moi, donc c'était quand même rassurant. Vous avez combien d'écart avec ton frère ? 16 mois. Ah oui, donc vous êtes quasiment jumeaux. On est très proches, ouais. Et vous avez toujours été super proches. Ouais. Bon, après, comme frères et sœurs, on se chamaillait. Ouais. Mais nos parents nous ont vraiment appris que l'amour entre frères et sœurs était important et qu'il fallait se soutenir et que il fallait être là l'un pour l'autre. Moi, mon petit frère, j'ai toujours été, mes parents disent, j'étais comme sa deuxième petite maman, même si j'avais 3 ans. J'étais toujours inquiète de où était Hugo, s'il allait bien. À l'école, j'ai essayé de le protéger. Et du coup, on est restés super proches. Mais même si moi, je suis la grande sœur, Hugo, pour moi, c'était un pilier. Parce que mon tempérament est assez introverti. C'est-à-dire que, malgré le métier ça que se voit je pas fais, comme ça, mais j'ai fait un vrai travail sur moi à ce niveau-là. Mais petite, il me fallait mon petit frère, quoi. J'arrivais pas, moi, je suis du tempérament où j'arrive pas à aller vers les autres. Si je ne connais pas, j'ai du mal à aller vers les autres, je ne sais pas quoi dire, comment amorcer une conversation. C'est toujours ça a toujours été compliqué pour moi à ce niveau-là. Et du coup, toujours être la nouvelle et bouger tout le temps, ça m'a poussée dans mes retranchements. Et ça m'a appris à m'ouvrir aussi. Peut-être que si j'avais pas eu cette enfance-là, peut-être que je serais restée dans ma petite coquille. Du coup, là, ça m'a permis de m'ouvrir à l'inconnu et apprécier la découverte de ce que je connais pas et ce qui est totalement nouveau. Et Hugo, donc aujourd'hui, c'est un pilier dans ta vie. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles comment vous étiez un petit peu quand vous étiez enfant ? Est-ce que vous jouiez beaucoup ensemble ? Est-ce qu'au travers de tous ces déménagements, finalement, vous vous êtes épaulés tous les deux en se disant « T'inquiète pas, petit frère, grande sœur, on est ensemble et c'est pas grave, on va aller dans plein de nouveaux pays, on verra bien. » On n'a jamais eu ce genre de conversation-là, mais c'était inné, quoi. C'était normal. Donc on l'a tellement vécu, le premier déménagement, j'avais 5 ans, Hugo avait 4 ans. En fait, d'entrée de jeu, on s'est épaulés. Mon frère a subi du harcèlement à l'école. C'est vrai. Ouais, on venait d'arriver à Londres, on était tous les deux à l'école française. Et il avait été harcelé, ça m'avait beaucoup blessée, ça m'avait beaucoup touchée. J'étais fâchée, je me souviens que j'étais très très fâchée. Et du coup, mes parents l'ont mis dans une école anglaise et moi, j'étais restée dans cette école-là. Finalement, donc, je finis l'année scolaire et ça me peinait énormément de ne pas être dans la même école que mon petit frère. Lui, en plus, était dans une école anglaise, donc il parlait anglais parfaitement. Moi, j'étais encore dans le système français alors qu'on habitait en Angleterre et mes parents ne parlaient pas très bien anglais, donc l'anglais, je l'avais pas. Et mes parents, du coup, m'ont changé d'école et ils nous ont mis dans la même école. Et là, je me souviens que j'étais soulagée d'être dans le même si on n'était pas dans la même classe ni rien, mais d'être dans le même établissement que mon petit frère et de pouvoir le retrouver à la récré. De retrouver ton repère. Ouais, exactement. Et ça s'est poursuivi après, pendant l'adolescence, etc. Vous avez toujours eu cette relation fraternelle hyper proche ? Dans l'adolescence, un peu moins, parce que tu sais, tu grandis, tu cherches ton identité, qui tu es et tout. Donc on s'est toujours vachement bien entendu avec mon frère. Mais forcément, il y a un moment où il y a quand même un écart qui se creuse. Parce que même si on est proche en âge, il y a quand même une différence d'âge. On avait 2 classes d'écart. Tu vois, donc ton cercle d'amis, ça a changé et tout. Mais on faisait quand même pas mal de choses ensemble. Tu vois, on essayait quand même de mélanger nos potes, de faire des trucs ensemble. Et puis ensuite, moi j'ai passé mon bac, je suis partie... je suis restée à LA, mais faire mes études, donc on n'était plus sur le même campus. Et mon frère, dès qu'il a passé le bac, il est rentré en France. Lui, il donc là, tu étais aux US. États-Unis. Ouais. Tu avais quitté Londres, tu es partie aux US. Ouais. Ok. Ouais. Londres, on a fait donc... je suis née à Strasbourg. Ok. On est parti à Londres. Et alsacienne. Ouais, exact. Et après Londres, l'OM, donc on était dans la région marseillaise. Et à chaque fois, vous suiviez tous, vous partiez en famille. Il n'a jamais été question qu'ils partent tout seuls et non. Non, on était une famille et c'était naturel de partir ensemble. Ouais. Tu vois. Après Marseille, le Qatar. Après le Qatar, Los Angeles. C'est pas banal comme destination. Non.
Non, et puis moi, pour moi, oh mon Dieu, quand mes parents m'ont annoncé qu'on allait partir à Los Angeles, mais moi, je me suis imaginée dans tous les films américains d'école, tu sais, genre Mean Girls, tout ça, dans tous les clips de Britney, avec le casier, le truc et tout, c'était pas du tout le cas, j'étais très déçue. Ah bon, il n'y a pas de casier? C'est hyper décevant. Bah, en fait, on était au lycée français, et moi, je suppliais mes parents de nous mettre dans une école américaine, mais ils voulaient pas, ils voulaient nous laisser dans le système français. À cette époque-là, le système français était bien au-dessus du système américain, ouais. Et donc c'était important, tu vois. Tu dirais que tu as eu une éducation stricte ou plutôt hyper chill? Franchement, c'était assez bien dosé entre les deux. Mes parents m'ont vraiment inculqué ces valeurs de respect, de bien se tenir, bien se comporter, être une personne bienveillante avec de la compassion. Mais en même temps, il y avait quand même pas mal de souplesse et de liberté. C'est-à-dire que si je voulais faire une sortie avec mes copains et mes copines, j'avais rarement du non, tu vois, parce que derrière, il y avait cette espèce de respect mutuel où j'avais un téléphone et je devais absolument, impérativement, leur dire où j'étais, à quel moment, tu vois, quand je rentrais, bon ça je te parle à l'adolescence, quand j'avais mon permis de conduire, parce que j'ai passé mon permis de conduire à 16 ans aux États-Unis. Et du coup, quand j'avais cette liberté-là, il fallait impérativement que j'écrive quand je rentrais, quand j'étais sur la route, etc. Et moi, après, je suis le genre de personne, je respecte les règles. J'aime bien avoir un cadre, pas trop strict, pas trop serré, mais le cadre, en fait, me rassure. Parce que, ayant autant voyagé, autant bougé, ayant eu autant de changements, ça me rassurait d'être, tu vois, encadrée. Et j'avais besoin de ça. Et encore aujourd'hui, je le maintiens. Tu vois, par exemple, je vais chez mon père, je lui écris quand j'arrive, je lui écris quand je suis à 2 minutes. Tu vois, je rentre chez moi, c'est pareil. T'as une relation fusionnelle avec tes parents ou pas tant que ça? Ouais. Avec les deux? Ouais. Avec les deux. Après, tu vois, dans la vie, il y a des choses qui se passent où parfois tu es un peu plus proche d'un parent, parfois tu as un conflit, après tu es un peu plus proche de l'autre. Mais de manière générale, oui, on est fusionnels, on est proches. Tu sais, avec mes parents, on a 20 ans d'écart seulement. Ah oui, ils t'ont eu super jeunes, tes parents. Ouais, enfin 21 ans d'écart. Et comme on a énormément changé de vie, c'était nous 4. On n'a pas grandi proche géographiquement parlant, proche des grands-parents, de nos tontons, nos tatas, nos cousines et tout. On se voyait l'été pour Noël et tout, et à chaque fois ça se passait trop bien et on kiffait revoir notre famille. On a eu 2 années quand mon père jouait à l'OM proche de notre famille, parce que toute notre famille est dans cette région, et c'était trop cool de pouvoir les voir tout le temps. Mais du coup, comme c'était que nous 4 sur toute notre enfance, ça nous a quand même vachement soudés, et nos parents sont très cool. Il n'y a pas ce truc où tu n'oses pas dire les choses à tes parents. Nous, c'est quand même vachement ouvert. On maintient quand même ce truc de on est quand même parents-enfants, on n'est pas des potes. Mais par contre, il y a cette ouverture où on peut tout se dire. Et c'est accepté, et c'est cool parce que ça nous met quand même ça nous a mis vachement en sécurité, tu vois, de pouvoir tout partager avec eux. Donc c'est vraiment une relation de confiance que tu as eue avec tes parents. Ouais. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose que tu essaies de transmettre à ton fils? Tu essaies de l'éduquer de la même façon? Complètement. Donc tu as un petit garçon. J'ai un petit garçon. Qui a 5 ans et demi. Ouais. Bientôt 6 ans, parce que cet âge-là, c'est important. Ouais, bientôt 6 ans. Attention, si on dit qu'il a 5 ans, s'il voit ça, il faut absolument. Voilà. Ouais. Non, mais maintenant, il commence à mitonner et dire j'ai 6 ans. On n'y est pas encore, mais. Et donc, c'est quelque chose, ça, la relation de confiance avec des limites, qui moi me paraît assez rare, parce qu'aujourd'hui, tu as soit l'un, soit l'autre. Et tu vois, on voit plein de parents qui disent ah, mais je suis super copine ou super copain avec mon fils ou ma fille. Moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise, parce que je sais pas si on doit vraiment être copain ou copine. Je sais pas, j'ai pas d'avis, tu vois, avec ces enfants. Et tu as d'autres gens qui ont des éducations hyper autoritaires, etc., où les enfants n'ont pas de place. Moi, j'ai envie que mon fils puisse venir tout me raconter en confiance. Quand ça va pas. Il sait. Et ça, avec mon mari, on est très dans notre éducation, on est vraiment sur la même ligne, quoi. On lui répète régulièrement que, tu vois, il n'y a pas de secret déjà entre nous. Que même s'il fait une bêtise, il faut qu'il nous le dise et qu'on réglera ça entre nous. Et il le fait? Ouais, il le fait. Franchement, il le fait. Il est assez honnête. Bon, après, tu sais, il a 5 ans et demi. Et le mensonge, c'est pas son point fort. C'est-à-dire que même s'il va essayer de mentir, après, il va se trouver derrière. Par craquer, Voilà, il finit par craquer. Mais il est quand même assez honnête dans tout ce qu'il nous raconte. Tu vois, et même quand il a fait une bêtise et qu'on le sait, on lui dit en fait, c'est mieux que tu nous dises ce que tu as fait. Et promis, tu te feras pas gronder. Mais par contre, on aura une conversation autour de ce qui s'est passé. Ça, tes parents, ils faisaient pareil avec toi? Non. Ils faisaient comment?
Bah, je me faisais gronder. Il n'y avait pas le cadre. Je me faisais punir. Mais il y avait quand même beaucoup d'échanges et de conversations, mais c'était quand même, je pense, moins ouvert à ce niveau-là. Après, c'est une génération différente, tu vois, c'est une époque différente. On fait les choses différemment maintenant. Et tu vois, même si mes parents sont très très cool, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas dans l'éducation que j'essaie de donner à mon fils. Ouais, mais ça, c'est le cas de beaucoup de grands-parents aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, dans l'éducation que j'ai reçue, même si elle était souple et stricte. Souple et stricte, les deux. Souple et stricte. C'est un bon équilibre. Il faut le maintenir, c'est un bon équilibre. Complètement. Mais c'était quand même, ça penchait un peu plus vers le strict que le souple. Ouais. Je trouve ça normal pour l'époque. Tu vois, je pense que pour l'époque, ils étaient déjà assez ouverts sur leur éducation et sur le côté souple. Mais c'était quand même vachement rigide. Tu vois, dans le sens où j'ai jamais su dire non. Je ne sais pas dire non. Je ne sais pas me battre pour mes convictions et moi-même parce que si t'es pas d'accord, c'est pas grave parce que de toute manière, t'as pas le choix, c'est pas toi qui décides. Tu vois, et ça a fait que dans ma vie de jeune femme adulte, je ne savais pas me battre pour mes convictions et ce que je croyais parce que on m'a quand même pas mal appris à me taire et non. Tu vois, c'est là, on est avec des adultes. Quoi. Tu dois obéir. Tu obéis et tu te tais. C'est quoi la plus grosse bêtise que t'aies faite? J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup fait. Il n'y avait pas des trucs de frères et sœurs, tu sais, où vous mitonnez un peu vos parents sur un truc Non, pas vraiment, parce que justement, tu vois, sur les sorties, les permissions qu'on avait, ils étaient hyper souples. Donc j'ai jamais fait le mur. Tu vois, j'ai jamais eu besoin. Mais c'est pas grave. Ouais. Non, mais j'ai tellement de potes qui s'échappaient le soir pour sortir. Moi, j'ai pas eu besoin parce qu'ils me donnaient la permission. Tu vois, tant que c'était dans les règles, il n'y avait aucun problème. Tant que je restais en sécurité, il n'y avait aucun problème. Tu dirais que ton enfance, elle a été heureuse? Ouais, mon enfance a été très très heureuse. Super heureuse, tu vois. Forcément, il y a toujours un truc à dire. Mais toujours un truc à dire. Ouais. Rien n'est jamais parfait de toute manière et mon fils aura toujours des trucs à dire aussi sur moi, tu vois. Dans la globalité, franchement, je regarde mon enfance et je me dis j'ai eu tellement de chance et j'ai eu une enfance merveilleuse. Tu vois, autant mon papa travaillait beaucoup, on passait des moments vraiment privilégiés ensemble. On réussissait à passer du temps ensemble et j'ai jamais ressenti le manque de mon père et ma mère était très présente, elle était toujours là. On partait en vacances qu'avec elle parce que notre père travaillait et c'était trop cool de partir en vacances avec que maman et elle était toujours là, elle nous accompagnait dans tout partout. Tu vois, c'était ma confidente. Voilà. C'est quoi ton plus gros chagrin d'enfance? Mon plus gros chagrin d'enfance. Alors bizarrement, là, le premier truc qui me vient en tête, alors que bon, mes parents se sont séparés quand même pendant mon adolescence, mais c'était pas un énorme chagrin, parce qu'on a vu le truc venir avec mon frère. Mais c'est quand on a quitté Londres et qu'on s'est installé dans le sud. Là, t'avais quel âge? J'avais 10 ans. Ok. À Londres, on avait une fille au père portugaise qui s'appelle Christina, qui s'appelle encore. T'es toujours en contact avec elle? Non. Mais pour mon frère et moi, je me souviens que ça nous a déchirés qu'elle ne puisse pas nous suivre. De la laisser? Ah ouais. C'est une deuxième maman? Ah ouais. Elle faisait vraiment partie de la famille, donc comme une fille au père, quoi. Elle vivait chez nous, mais à côté de son métier chez nous, elle faisait ses études, c'était une jeune femme. Pour moi, c'était une adulte, tu vois. J'étais petite. Elle était méga grande, quoi. Voilà, elle était adulte, quoi. Limite comme mes parents, alors que pas du tout. C'était une jeune femme qui devait avoir la vingtaine, qui faisait ça pour ensuite continuer ses études et son autre carrière. Donc forcément, mes parents lui avaient proposé de nous accompagner, mais elle, comme elle faisait ses études, elle aspirait à autre chose qu'être fille au père. Et du coup, ça nous avait brisé le cœur avec mon petit frère, qu'elle ne nous accompagne pas et qu'elle ne vienne pas avec nous. Et ça a été difficile, ça a été, tu vois, comme une rupture, quoi. Ta maman, elle travaillait beaucoup à cette époque-là? Non, ma maman ne travaillait pas. Et donc elle s'occupait de vous avec la jeune fille? Ouais. Ok. Et donc vous suiviez ton père un petit peu partout? Exactement. Ouais. Et donc vous aviez une forme donc la fratrie très soudée avec maman, avec quelqu'un d'autre qui s'occupait de vous. Ouais. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as essayé de reproduire avec ton fils. Toi, tu t'occupes beaucoup de ton fils, je crois. Oui. Tu étais une maman hyper présente. Ouais. Ça, tu dirais que ça vient de ton enfance? Ça vient de la relation que tu as eue avec ta mère, de la façon dont elle s'est occupée de vous? Oui, je pense. Je pense que ça se traduit sur ce que j'ai vécu. Après, c'est aussi que j'aime tellement mon fils, tu vois, et j'ai envie de passer beaucoup de moments avec lui, j'ai envie de partager plein de choses avec lui, parce que je suis consciente aussi qu'à un moment, ça va s'arrêter, ou ça va évoluer, ça va changer. Tu vois, j'ai que quelques années où
il va rester petit comme il est, ou il va me faire des câlins. Tu vois, on lui accorde 1 ou 2 fois par semaine de dormir avec nous. Hier soir, c'est la récompense, quoi. Ouais, c'est pas ça, c'est juste que on sait à quel point il adore ça, nous aussi on adore ça. En plus, il est cool, enfin il dort, il bouge pas, quoi, donc ça facilite les choses. Et tu vois, hier soir, par exemple, je dormais avec lui et il était collé à moi. Et donc, j'ai pas bien dormi parce que forcément, ça te réveille. Mais j'ai tellement kiffé, tu vois, ces câlins, ces trucs où limite, il est venu sur moi pour dormir. Et je me dis, c'est pas grave si je perds quelques heures de sommeil parce qu'au final, un jour, je vais les récupérer. Un jour, on va être que tous les deux. Il sera grand, il va partir, tu vois, ou même à l'adolescence, ça sera plus pareil, tu vois. Donc, j'ai envie de profiter de chaque instant avec lui. Et parfois, ouais, c'est dur. Et parfois, c'est une orga. Et parfois, il est relou comme tout enfant à chaque étape de vie. Mais je garde vraiment ce truc en tête un jour, il aura sa propre vie. Et on n'aura plus ces moments-là. Et en fait, chaque période de vie de mon enfant évoluera et à un moment, il y aura des choses qui vont se perdre et que j'aurai plus. Donc tu fais attention à ses souvenirs, aux souvenirs qu'il aura de son enfance. Ouais, et les miens aussi, de son enfance. Toi, c'était important pour toi, quand tu étais petite, de voir le regard de tes parents sur toi, de sentir que tu comptais, que ton avis comptait, qu'on t'éduquait et... Ah bah bien sûr. Comment était le regard de tes parents sur toi quand tu étais petite? Il y avait énormément d'amour. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement aussi, tu vois. Je me suis jamais sentie abandonnée, tu vois, délaissée ou quoi que ce soit. Tu vois, ma maman travaillait pas et on avait une fille au père, mais c'est ma maman qui s'occupait de nous à 100%. C'est-à-dire que Christina était là pour aider avec la maison, avec, tu vois, faire le repas, pour que ma mère puisse passer encore plus de temps avec nous. Ou nos parents, tu vois, tous les deux. Et ton père, il intervenait quoi dans les décisions, il vous éduquait? C'était le genre de père qui rentrait le soir après le boulot et qui disait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et là t'as une mauvaise note et t'es hyper... Ouais, bah non, les deux, tu vois, les deux vraiment au même niveau. Et mon père était vachement investi. Tu vois, c'était pas notre mère qui s'occupait de nous avec la fille au père et puis notre père il rentrait et voilà, c'était passé vite fait du temps avec nous. Non, il était vachement investi, il nous récupérait de l'école aussi, il nous déposait, il venait avec nous aux activités. Quand il travaillait pas, on passait des journées ensemble à faire des jeux, il nous organisait des chasses au trésor. Trop bien. Ouais, non, il était hyper investi et on s'éclatait ensemble, tu vois. Il nous a appris à nager, voilà. Et ton père, donc, il est champion du monde, Ouais. il sera toujours champion du monde. Oui. T'as souffert de ça ou ça a plutôt été une bénédiction dans ton enfance? Non, j'ai souffert de ça. Pourquoi? C'était dur parce que quand il est devenu champion du monde, j'avais 7 ans, j'allais sur mes 8 ans. J'étais un peu dans une bulle. Quand on habitait à Londres, on était vraiment dans un cocon de respect, de bienveillance. Tu vois, on ressentait pas trop le truc, tu vois, des fans et des supporters de foot. Donc un petit peu, quand on allait au restaurant, il y a des gens qui venaient, qui voulaient un autographe. Ça, c'était à Londres, donc avant 98. Avant 98. Ouais. Donc il y a eu 98, mais on habitait en Angleterre. Tu vois, donc il n'y avait pas ce truc de la France et tu vois, il est français, il joue pour la France, il a gagné pour la France et tout. 2000, on est rentré en France et là mon père a signé avec l'OM. Ouais, okay. Et là pour moi ça a été extrêmement traumatisant. Ouais. Pour mon frère et moi. Trop de gens, trop de sollicitations. Beaucoup de sollicitations, pas du tout le même respect d'autrui et de l'espace et du fait qu'en fait c'est un être humain qui est là avec sa famille, qu'on peut potentiellement déranger. Tu vois, c'était à coup de le bœuf, genre c'était un dû. Les gens je veux une photo. Non, il n'y avait pas les portables à l'époque. Non. Tu pouvais pas t'arrêter dans la rue. Non, c'était un autographe. Ouais. Ou bien, tu sais, il y en avait, ils avaient leurs petits appareils photo, tu vois, mais c'est surtout un autographe et taper la discute. Et mon père, c'est pas le genre de personne qui dit non plus, tu vois, pour ça. Parce qu'il comprend aussi leur côté, que ça puisse être génial pour eux de rencontrer cette personne, et voilà. Après, il y a l'image aussi que tu renvoies. Je pense que ça joue beaucoup. Il a jamais voulu passer pour quelqu'un d'ingrat, tu vois. Et puis il savait que ça allait peut-être pas durer aussi. Voilà, exactement. Et puis il était super fier aussi de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait accompli, tu vois. Et d'avoir cette reconnaissance-là aussi, c'est magnifique. Mais pour moi, en tant qu'enfant, je m'en foutais complètement. J'avais juste envie de passer des moments avec mon père et les gens ne respectaient pas notre espace. Tu vois, on était au restaurant, on faisait des activités, on allait, tu vois, genre à Disney par exemple. Ouais. Et c'était insupportable. Et ta mère, elle disait quoi dans ces trucs-là? Ma mère, elle essayait beaucoup de nous préserver, tu vois. Quand elle voyait qu'il y avait du monde qui s'approchait, elle nous prenait à l'écart, voilà. Je l'ai jamais vue trop,
dire à mon père, bon maintenant tu dis non, ça suffit. Après peut-être qu'elle le faisait, mais juste... Elle protégeait ses enfants. J'étais petite, mais oui, elle nous protégeait. Et puis après, notre père aussi, tu vois. Et puis quand on allait dans des lieux comme ça, où il y avait une grosse affluence, il y avait généralement un garde du corps, quelqu'un qui était là pour un peu gérer les foules et tout. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, c'est pas agréable du tout. Et du coup, quand on a changé d'école et qu'on est arrivé et qu'il y avait eu l'Euro aussi tout juste à ce moment-là, c'était trop, tu vois. Et puis en plus, c'est un enfant de Marseille, mon père. Tu vois, donc il retourne à ses racines, il va jouer pour l'OM, tu vois, c'est hyper intense. Et à l'école, j'ai vachement mal vécu ma 6e. C'était un gros chamboulement parce qu'en plus, je suis passée d'une école privée anglaise, système anglais, où t'avais... oui, c'est réglo, quoi. Non, mais t'avais les enfants de Mick Jagger, t'avais, tu vois, donc c'était... tu vois, on était dans une bulle, quoi. Avec nos petits uniformes et tout. Où là, j'arrive dans une école qui est... privée, internationale, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'était pas du tout la même ambiance que mon école à Londres. Et là, c'était beaucoup trop. Et je me souviens de ce premier jour d'école où en fait, ils avaient réuni tout le monde sur le parvis, quoi. Et enfin, tous les élèves avec les profs et tout. Et les élèves savaient qu'il y avait les enfants, enfin la fille, parce que moi j'étais au collège et mon frère était au primaire, donc là on n'était pas dans le même campus non plus, tu vois, on était vraiment séparés. Donc ça c'était encore plus dur. Chamboulement 2, je rentre dans une école internationale mais française et j'ai pas nécessairement le niveau scolaire français, donc il fallait que je rattrape aussi ça. Donc c'était un gros chamboulement. Et là, sur le parvis, où en fait ils appellent par classe. Donc genre 6e A, où vous mettez là, et là ils nomment tout le monde. Et là, ça arrive à moi. Et là, tout le monde se tait. Et tu vois, il y a genre plein de gamins, quoi. Et moi, je suis introvertie. Moi, en plus de ça, je suis pas, tu vois, mon petit frère, par contre, lui, il est pote avec tout le monde et tout. Moi, c'est beaucoup plus dur. Plus personne qui bouge, je me dis, bon, va falloir que je bouge et que j'y aille, quoi. Et j'y vais, et là, tout le monde qui applaudit et tout. Moi, je dis, mais je comprends pas. Ça t'a fait kiffer ou ça t'a déstabilisé? Ah non, c'était horrible. Je suis rentrée de ce premier jour d'école. On n'avait pas encore trouvé de maison. On était à l'hôtel. Enfin, je me souviens, j'étais en pleurs. Je voulais plus retourner à l'école. Je voulais plus. Je voulais rentrer à Londres, tu vois, retrouver mon ancienne école. Retrouver Christina, retrouver mes copines, tu vois. Et ça a été 2 années, parce que j'ai passé 2 années là-bas, 6e et 5e, éprouvantes. Tu t'es fait des potes? Ouais. Et j'en garde 2. Aujourd'hui, tu vois, ma meilleure amie d'enfance, Mélanie et Alexane. Au départ, avec ma meilleure pote, on se détestait. Tu vois. Ça commence toujours comme ça, les histoires d'amitié de filles en général, ça commence toujours par... Au début, je pensais que t'étais vraiment une conne. Ouais, en fait, on se détestait, elle se foutait de ma gueule parce que j'avais, tu sais, mon gros cartable comme ça, carré, tu vois, avec des roulettes, alors que c'était la mode du Eastpak, tu vois. C'est toujours la mode du Eastpak, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est revenu, de toute façon, tout revient, c'est cyclique. Et du coup, elle se foutait de ma gueule tout le temps, tu vois, enfin, c'était hyper dur. Et puis un jour, déclic, et on est devenus hyper soudés, meilleurs potes. Et malgré tous mes voyages, tout, tu vois, je suis partie dans l'enfance, dans l'adolescence, et on aurait pu perdre le contact. Et en fin de compte, on est quand même resté hyper proches. Donc, de ces 2 années hyper difficiles et éprouvantes, je garde quand même deux très très bonnes copines, Mélanie et Alexane, et on est hyper proches. Et voilà, même si on se voit pas beaucoup actuellement parce qu'on vit pas aux mêmes endroits, tu vois, on garde le lien. Et j'en garde quelque chose de positif. Et aussi, ça m'a beaucoup fait grandir et ça m'a beaucoup appris sur l'humain. Tu vois, quand tu as 10 ans, tu es confronté à des gens qui veulent être amis avec toi par intérêt. Ah, parce que ça arrivait. Ah oui, ça arrivait, ouais. Genre des gens qui viennent dans la cour de récré qui te disent t'es la fille d'eux et donc j'ai envie de... Non, alors ils te le disent pas ouvertement. Ou alors ils sont juste hypocrites. Ils sont hypocrites, ouais. Ils sont amis avec toi et après derrière, tu te rends compte qu'ils sont juste là parce que ils veulent aller chez Franck Leboeuf et ils veulent pouvoir dire qu'ils sont amis avec la fille de Franck Leboeuf et qu'ils vont faire des anniversaires chez Franck Leboeuf, qui sont invités parfois les week-ends et tout. Et tu vois, j'avais un petit copain, petit copain de 6e, c'était ça. Et ça, comment tu l'as compris? Parce qu'on me l'a dit. Et justement, Mélanie, elle me l'a dit et c'est à ce moment-là, il me semble qu'on est devenus vraiment proches. Et voilà, et du coup, t'apprends, enfin, tu sais, petits copains, genre quand t'as 10 ans, quoi. Donc, voilà. Premier petit copain. Ouais, et ça brise le cœur, quoi. Ça brise le cœur et c'est hyper traumatisant. Et tu te sens utilisée. Complètement. En fait, tu sais pas comment avoir confiance après ça. Tu doutes tout le temps des gens qui t'entourent et qui viennent te parler, qui sont sympas avec toi. Tu te dis, pourquoi? Tes parents, ils te disaient quoi à cette époque-là? Tu leur en as parlé de ça? Non. Jamais? Non. Plus tard, ouais.
Mais sur le moment, non. Tu sais, t'arrives à un âge où tu gardes beaucoup de choses pour toi. Il se passe des trucs à l'école et c'est ton petit jardin secret. Et tu veux pas nécessairement en parler. Et même s'ils étaient au courant de quand même pas mal de choses. Mais ils devaient s'en douter en tant que parents que c'était comme ça pour toi. Non, c'est sûr. Mais de toute façon, ils savaient que pour moi, cette école, c'était difficile. Tu vois, surtout la première année. Après la deuxième année, ça allait. Tu vois, je m'étais habituée, je m'étais fait des amis et tout. Mais de toute manière, ils savaient que c'était pas une bonne école. Et après, t'es partie. Après, on est parti au Qatar. Et je pense aussi que mon expérience dans cette école-là, où en fait tout était très malsain. Je venais d'un cadre à Londres où tu respectes tes profs, où tu vois, tu étudies sagement, tu as envie d'avoir des bonnes notes. Et là, c'est genre des classes remplies de cancres. Et c'était cool d'être un cancre. Et c'était cool de jeter des boulettes de papier sur le dos de ta maîtresse quand elle se retournait. Tu vois, et moi, je venais d'un truc totalement différent. J'appréciais pas ça. Mais il fallait que tu essaies de te prêter au jeu et au truc, mais à contre-cœur, et tu sais que c'est pas bien. Et vraiment, pour moi, c'était hyper anxiogène. Et quand mes parents nous ont annoncé qu'on partait au Qatar, au départ, je me suis dit, oh là, je vais être loin de Mélanie, Alexane, et tu vois, d'autres copines. Et finalement, j'étais quand même soulagée de partir. Tu vois, j'ai pas du tout été triste de partir. Et quand je suis arrivée au Qatar, tu vois, j'ai eu l'impression de reprendre mon souffle. T'en parlais avec ton frère de ça ? T'en parlais pas avec tes parents, mais peut-être que ton frère, il était dans la même situation que toi ou lui ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que lui, il était encore en primaire. Donc c'était pas du tout la même chose. Et lui, il était le plus grand des primaires, enfin dans les plus grandes classes du primaire et tout. Et c'était différent. Alors que nous, c'était collège, lycée confondu. Enfin, tu vois, c'était une ambiance autre. Et tu vois, t'es la plus petite. T'es dans les plus petites classes, 6e, 5e, dans un truc immense avec plein d'élèves. T'étais bonne élève, toi ? Ouais. T'étais forte en quoi ? Alors, j'adorais la science, l'SVT. Ok. J'adorais l'SVT. J'étais nulle en maths, par contre. Ça n'a jamais été mon point fort. Pourquoi on peut être bon en bio et mauvais en maths, qu'on ne comprend pas le système français, je crois. Ouais. Où en fait, il faut être scientifique, donc il faut être très très bon en maths. C'est ça, mais en fait, il y a des nuances, comme dans tout, tu vois. Et finalement, arrivée au bac, j'ai fait le choix du milieu. J'ai pris économie. C'était ES à l'époque. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'étais bonne élève, oui et non. Je me reposais beaucoup sur mes lauriers, tu vois. J'étais toujours bien. Tu vois, pas en difficulté, mais juste bien, genre je faisais le strict minimum. Je me surpassais pas trop non plus. Et mes parents me disaient, à chaque fin d'année, quand ils avaient la réunion parents-prof, les profs disaient, bon, l'année prochaine, il va falloir que j'aide, elle cravache un peu plus parce que ça risque d'être compliqué. Et en fait, à chaque fois, c'était la même chose qu'elle travaillait. Il faut qu'elle, tu vois, elle se donne un peu plus. Et en fait, à chaque fois, j'étais juste bien. Avec du recul, j'aurais bien aimé être plus, mais finalement, tu vois... Mais finalement, ça te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Mais c'est ça. Et puis dans mon métier, tu vois, je fais pas le strict minimum. Ils t'ont poussé, tes parents, d'un point de vue scolaire? Ils t'ont dit, allez, sois la meilleure Oui et non. J'aurais aimé qu'ils nous poussent un petit peu plus, tu vois. Maintenant, avec le recul, après, je me dis, les choses auraient été différentes, peut-être. J'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être pas rencontré mon mari, j'aurais peut-être pas le fils que j'ai maintenant, tu vois. Et je serais peut-être même pas ici, je serais ailleurs. Et donc finalement, c'est sans regret. Mais c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu un peu plus me pousser et pousser mon petit frère, tu vois, à faire de réelles... à prendre un vrai chemin, à faire de réelles études. Peut-être qu'ils avaient peur de mal faire. Oui, en fait, ils voulaient... je pense qu'ils voulaient pas trop nous pousser dans une direction qui nous convenait pas. Mais le truc, c'est que tu dis à un enfant qui fait tout le temps le strict minimum, on veut que tu sois heureux, donc libre à toi de choisir, tu vas choisir forcément la facilité. C'est vrai. Tu vois, plutôt que si tu as quelqu'un derrière qui te pousse un peu, même si c'est dur et que tu es mécontent et tout, au moins tu donnes des armes, certaines armes à ton enfant aussi. Tu vois, j'ai créé des business, mais je n'ai aucune formation. Ce qui est encore plus admirable. Bien, mais tu es confronté à des difficultés, à des trucs où tu dis peut-être que si j'avais eu cette formation-là et ces formations-là et ces compétences, peut-être que mon business se serait développé plus rapidement ou d'une autre manière, ou peut-être que la création aurait été moins douloureuse et moins difficile. Tu parles beaucoup de ta famille nucléaire, donc vous étiez 4 très soudés. Ouais. Tu avais des grands-parents que tu voyais beaucoup, tu en parlais, disons, pendant les vacances. Tu étais proche de grands-parents, cousins, cousines? Ouais, quand on se voyait... C'était comment les vacances chez Alors toi? les vacances, l'été,
Alors c'est marrant parce que ça, je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que ma mère m'en parle, là, il y a, je crois, l'année dernière. En fait, on vivait toujours à l'étranger. Ouais. Et du coup, l'été, pour les vacances d'été, on revenait dans le sud de la France et on passait un peu de temps donc, chez mes grands-parents maternels et un peu de temps chez mes grands-parents paternels. Et c'était une vibe différente, tu vois, mais c'était toujours trop cool. J'ai toujours des super souvenirs où on est avec mes tantes, mes oncles, tu vois, mes cousines, voilà. Et ma mère m'a dit qu'en fait, avec mon père, il partait. Il nous laissait. Il nous laissait pendant genre 2 semaines. Une semaine chez les grands-parents maternels, une semaine chez les grands-parents paternels. C'était la liberté. Et ils partaient en vacances, eux. Mais en fait, moi là, je ne m'en étais jamais rendu compte. Enfin, de mes souvenirs, ils étaient toujours avec nous. Tu vois, où ça m'a pas choqué qu'ils soient... Tu étais en famille, t'étais bien, qu'ils nous laissaient, qu'ils partent. Bah ouais, parce qu'en plus, comme j'avais pas l'occasion de profiter de mes grands-parents au quotidien, bah là, c'est pour moi, tu vois, génial parce que je pouvais vraiment passer du temps avec eux. Je voyais mes tatas, mes tontons, mes cousines, tu vois. Après, j'ai mon petit cousin d'une de mes tantes du côté maternel qui arrivait un peu plus tard, tu vois, où j'étais déjà ado. Ouais, un petit cousin, c'était... Et en plus, on habitait dans le sud à ce moment-là. Donc, j'étais trop contente de le voir, mon petit. Je ne l'ai pas vu grandir non plus, mais tu vois, tout petit, grandir, avoir un bébé dans notre entourage. J'ai adoré ça. Donc, quelque part, les années à Marseille, c'est celle où tu as été malheureuse à l'école. Ouais, mais finalement heureuse d'être proche de ta famille. Ouais, exactement. Tu es venue avec ton doudou. Je suis venue avec mon doudou. Tu peux me le prêter ou tu veux pas que je le touche? Non, pas du tout. Il est beau ce doudou, c'est Teddy. C'est un chien. Teddy, ouais. Il lui manque un bras. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de ce doudou? Il vient d'où? Alors c'est marrant parce que dans la petite enfance, je me souviens que j'avais comme un lange. Le truc qu'on suçote là et que les bébés suçotent. Ouais voilà, en fait moi je le mettais au nez, tu vois, comme ça. Je suçais mon pouce et je le mettais au nez. D'un coup on m'a retiré mon lange et il a fallu que j'arrête de sucer mon pouce, etc. Ça a été tout. Il n'y avait pas les tétines à l'époque, il n'y avait pas les tétines. Il n'y avait pas de tétines à l'époque? Ah, c'est pour ça que tout le monde suçait son pouce. Exactement. Ah, moi je suis passée par plein de phases, hein. Mes parents ils ont tout donné, ils ont tout essayé pour que j'arrête de sucer mon pouce. T'as arrêté à quel âge? 7 ans. C'est tôt quand même. Moi, je crois que j'ai sucé mon pouce jusqu'à 12 ans, tu vois. Ah ouais, 7 ans, je crois. Ils ont essayé, tu sais, le vernis dégueulasse. C'est horrible. Je m'en foutais, hein. Au bout d'un moment, tu sais, tu le grattes. Hein. Donc tu le grattes, tu l'enlèves, tu vois. Et tu t'endors, tu le mets, là, ça te réveille, t'as le goût amer. J'ai encore ce goût, tu vois, je m'en souviens. Moi aussi. Et après, le truc qui a vraiment fonctionné, c'est qu'ils m'ont fait une poupée énorme que je ne pouvais pas retirer. Et du coup, je ne pouvais plus sucer mon pouce parce que le truc, il était énorme. Et c'est ça qui a fonctionné. Et l'autre pouce marchait pas évidemment de l'autre. Non, ben non, il n'y en avait qu'un seul. Bah, bien sûr. Voilà. Et du coup, donc j'ai quitté mon pouce et mon lange, mais le lange c'était quand même avant le pouce, c'était vraiment très tôt. Et en fait à Londres, j'avais des copines qui avaient des doudous. Tu vois, et on faisait des sleepovers. Et toi, t'en avais pas donné en Et moi, j'avais pas de doudou. Ok. Et pour mon anniversaire, pour mes 10 ans, on avait une fête à la maison où on avait des copines qui ont dormi à la maison et tout. Et après, on quittait Londres, on partait. Et là, j'ai une copine India, je me souviens de son prénom, qui m'offre ce nounours. Ce nounours. Ouais. Qui est un chien. Et je me suis dit. Qui est un nounours. Ouais. Et j'avais d'autres nounours, hein. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, lui, toi, tu seras mon doudou. Genre, je vais me réapproprier un doudou parce que je veux avoir un doudou comme mes copines. Tu vois, je veux dormir avec un doudou et avoir, tu sais, ma petite sécurité parce que si on partait et c'était un chamboulement, et du coup, c'est devenu mon doudou. À 10 ans. À 10 ans, je me suis approprié un doudou. Parce que c'était l'époque où tu allais avoir un grand changement aussi. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est des objets transitionnels. Bah, c'est ça. C'est ce qui te sépare de tes parents et du monde extérieur et ce qui te rassure. Exactement. Exactement. Et il s'appelle comment? Teddy. Teddy. Ouais. Il lui manque un bras, Teddy. Il lui manque un bras. C'est mon chien qui l'a bouffé. Cool. Okay. Mais là, c'était quoi? C'était 2019. Donc il n'y a pas si longtemps. T'as dû être dingue. En fait, quand je l'ai vu commencer à... Alors là, je lui ai coupé le bras parce que c'était irrécupérable. Il tenait à un fil et je me suis dit, c'est pas grave, tu vois, c'est la vie du doudou, il a vécu ça. Mais je te jure, j'ai vu ça, j'étais genre... J'étais comme une ouf, tu vois, parce qu'en plus... Enfin, mon chien, vraiment, tu lui donnes un truc, en 2 secondes, c'est plié, le truc, il est en miettes, quoi. Tu vois, et je me suis dit, ouf, tu vois, je l'ai chopé à temps. Il lui a juste arraché un bras, ça va. Ça va. Tu dors encore avec? De temps en temps, okay. Ouais. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai arrêté de dormir avec, parce que je me suis dit, franchement, la honte, quoi. C'est lui qui l'a éjecté du lit ou tu l'as fait? Non, c'est moi, j'ai fait genre, il n'y en avait pas. Bon, maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Steph. Et en fait, je dormais plus avec. Et quand mon fils est venu au monde, donc on lui a proposé plusieurs doudous. Lui, t'avais envie qu'il ait un doudou? Ouais, pour moi, c'était bien, tu vois, parce que c'était son
tu sais, un confort, un truc où quand où il a son odeur qui va le réconforter, qui va le mettre à l'aise. Il a pensé à maman et papa. Ouais, voilà. Et, ou bien même pas, tu vois, maman et papa, juste lui avec lui-même. Tu vois, quand il est dans son lit, il a cette proximité, ce truc où il est pas, tu sais, tout seul comme ça dans son lit. Il en avait plusieurs, et c'est à lui, tu vois, il pouvait choisir, machin. Et il en a choisi un, voilà. Ensuite, il a changé. Et puis après, le mien est allé dans tous ses doudous. Il y a 2 ans, mais il m'a imposé de redormir avec mon doudou. Il m'a dit, maman, ça c'est ton doudou, parce que j'expliquais, c'était mon doudou et tout. Il dit, maman, tiens, maintenant tu dors avec ton doudou. Et tous les soirs, maintenant dans notre lit, à nous, avec Steph, on a 5 doudous, 5 nounours. C'est-à-dire qu'il nous donne des doudous, tiens, c'est pour toi pour dormir ce soir. Ça, je crois que c'est une grande preuve d'amour. Quand tu donnes ton doudou, d'ailleurs, merci. Ouais. Quand tu donnes ton doudou à quelqu'un, c'est vraiment, je te fais confiance. Ouais. Non, bon, il garde son doudou à lui, qu'il a depuis toujours maintenant. Et par contre, il a plein de peluches, tu vois, qu'il appelle des doudous, c'est tous les doudous. Et du coup, tous les soirs, il nous balance des doudous, tiens, prends celui-là. Donc on essaie de faire des échanges parce qu'après, sinon, plus de place pour nous dans le lit, il n'y a que des doudous. Évidemment. Et voilà, donc parfois, je me retrouve à dormir avec 3 doudous et mon mari. C'est cool, t'es réconfortée, ça fait 4 doudous. Ouais, voilà. Je suis pas seule, mais là, il commence à faire un peu chaud, donc les doudous, je t'avoue que ça prend un peu trop de place. Est-ce que dans les yeux de ton fils, parfois, tu vois une partie de ton enfance? Est-ce que tu penses à l'enfant que tu as été? Complètement, je vois son innocence et comment il appréhende, comment il aborde certaines choses. Et tu vois, sa manière de parler, sa réflexion. Et je m'interroge parce que j'ai oublié comment j'étais à 5 ans. Et je me demande, je me dis, est-ce que je parlais comme ça moi aussi? Est-ce que j'avais ce genre de réflexion? Est-ce que j'étais aussi grande? Tu vois, parce que parfois il me parle et je me dis, mais t'es qui? Où est passé mon bébé? Tu vois, il est grand maintenant. Ouais. C'est fou. Je m'interroge là-dessus et j'essaye de faire les choses avec lui de manière... je suis toujours inquiète. Tu vois, j'ai toujours peur de mal faire, j'ai toujours peur de lui créer des traumas. T'es une maman, quoi. Ouais. Et franchement, c'est dingue. Tu te rends compte, maintenant que t'es maman, ce que toi, ta maman, elle a dû ressentir avec vous quand vous étiez plus petit? Ouais. Et je me rends compte aussi, tu vois, quand j'étais ado et que parfois elle me faisait trop de bisous et tu vois, elle était trop sur nous comme ça. On était là avec mon frère, putain, elle nous suffoque, quoi. Qu'elle nous lâche un peu et maintenant, je sais pourquoi. Tu vois, maintenant, je m'en rends compte. Je t'aime, maintenant que je suis maman, c'est ça. Oui. Toujours inquiète de tout. Tu as toujours peur qu'on se fasse mal, qu'il y a un truc et tout. Et moi, j'essaye d'avoir un peu de lâcher prise avec mon fils, mais c'est tellement dur. Tu vois, je le vois faire des espèces de cascades et je suis là. Il y a une dualité qui est quand même énorme parce que tu veux qu'il ait confiance en lui. Tu veux pas lui briser son truc, mais en même temps, tu veux qu'il soit en sécurité. Et c'est très dur. Parce que t'as pas envie de dire non, tu fais pas ça, tu vas te faire mal. Parce qu'il va pas forcément se faire mal. Mais tu le mets en garde, tu lui dis écoute, fais attention, tac, 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 pour telle et telle raison. Puis après, s'il y a vraiment un gros danger, c'est genre non catégorique, tu vois. Il n'y a pas de discussion, il essaie de négocier, c'est juste un gros non, tu vois. Et on revient pas sur notre parole. Mais il y a toujours une dualité, je trouve, tu vois, dans l'éducation de son enfant. Parce que tu essayes de reproduire ce que tu as vécu de positif dans ton éducation quand toi, tu étais petite. Mais en même temps, tu essaies d'éviter certaines choses, tu vois, et d'éviter certains... Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu essaies d'éviter, toi? Justement, tu vois, mon incapacité à dire non et à me battre pour moi, tu vois, par peur de l'image que ça pourrait rendre, le fait que je ne sois pas appréciée. Ça, c'est la petite fille en toi qui parle, en fait. Ouais, J'ai peur qu'on m'aime pas. J'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur qu'on m'accepte pas pour ce que je pense, qui je suis, tu vois. Moi, j'aimerais tellement pouvoir juste dire ce que je pense sans... Je m'en fous. Mais ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu as fait ça? Que tu t'es lancée comme influenceuse? C'est arrivé comme ça, tu vois. L'influence, je l'ai vraiment pas cherchée. J'ai hésité à vraiment me lancer là-dedans, me jeter là-dedans ou pas. Après, il y a plein de sujets que j'aborde pas sur les réseaux. Parce que c'est ta vie, quoi. C'est ma vie et puis je suis pas là pour ça non plus. Tu vois, je vais pas parler de politique, je vais pas parler de certaines choses sur mes réseaux parce que j'ai un profil lifestyle, mode beauté, tu vois. Je pense que chacun devrait se tenir à ce qu'il fait le mieux, tu vois. Moi, j'ai mes convictions, mon avis, et j'ai pas besoin de l'avis d'inconnus non plus. J'ai besoin de garder beaucoup de choses privées, tu vois. Donc, je vais avoir des échanges avec mon mari, et encore une fois, c'est génial parce que je suis avec quelqu'un qui partage le même avis que moi, les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est très, très cool d'être accompagnée à ce niveau-là. Voilà. Mais par contre,
le monde extérieur n'a pas besoin de partager certaines choses et d'être témoin de certaines choses qui ne les regardent absolument pas. Est-ce que ça c'est pas... Parce que toi, tu as vécu quelque part la célébrité hyper tôt, alors la célébrité malgré toi. Est-ce que ça c'est pas quelque chose que tu tires de ton enfance en disant justement, je veux du privé, j'ai besoin de privé, moi plus que tous les autres, parce que j'ai compris ce que c'était hyper jeune, d'avoir une partie de sa vie qui est un peu jetée en pâture, alors que j'ai pas demandé moi. Ouais, mais après tu vois, c'est toujours ce truc de, tu sais, t'as le syndrome de l'imposteur. Chez les femmes en plus. Déjà, quoi qu'il, tu l'as. Clairement. Il est très présent. Ouais. Mais en plus avec mon enfance, mon papa, tu vois, t'as jamais c'est difficile d'avoir son identité, tu vois, d'être sa propre personne. Et tu sais pas quitter finalement. Tu vois, même avec mon mari, on a eu une année où on s'est séparés. Ça a été très difficile, mais en même temps, ça a été génial pour moi. Parce que je me suis réapproprié ma valeur et mon identité, pas aux yeux des autres, mais vis-à-vis de moi-même. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Ouais, là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Tu vois. Et vous êtes donc séparés pendant cette année-là? Ouais. Enfin, là, on s'est remis ensemble ça va faire 1 an, là, au mois de juin. Et autant ça a été hyper douloureux, hyper difficile, autant je pense que c'était nécessaire, tu vois. Ça a recalibré notre relation et comment on aborde les choses en couple et en famille, tu vois. On a réussi à se retrouver, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais après c'est propre à chacun. C'est courageux d'ailleurs de s'être retrouvé après une période de séparation. Ouais, c'était... C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de choses à plat, il faut... Ouais. C'était pas facile et en fait je me rends compte qu'il faut surtout mettre son ego de côté. Ça c'est sûr. Tu vois, et arrêter les reproches. Parce que finalement t'avances pas, de regarder dans le passé ça t'aide pas. Donc tu évolues. Et en tant que maman, ça t'a inquiété ça, le moment où tu t'es séparée? Tu t'es dit mon fils... Énormément. Tu sais, avant qu'on prenne la décision, quand ça a commencé à pas aller, on a fait en sorte que notre fils aille voir une pédopsie. Direct? Ouais, ok. Pour anticiper. Vous lui avez parlé à ton fils? Pour lui expliquer la séparation, pour lui... Alors oui, quand on a pris la décision et tout, on a même trouvé des livres, tu vois, chez papa, chez maman, tout ça. Dans notre séparation, même si les raisons de la séparation étaient douloureuses et difficiles, comme dans toute séparation, pour nous c'était très très important de maintenir un lien familial. Donc notre fils, on lui a vraiment expliqué que même si papa et maman n'étaient plus des amoureux, qu'on restait quand même une famille tous les 3. Donc on faisait garde alternée et les dimanches, on se voyait pour faire un switch. Okay. Et quand on se voyait pour faire le switch, on passait au moins 3-4 heures ensemble. On allait déjeuner ensemble, on allait faire une activité. Okay. C'était pas facile, tu vois. Et on essayait de pas aborder des sujets qui fâchent et voilà. Mais du coup, Elon l'a super bien vécu. Il n'y a pas eu de problème, tu vois. Même à l'école, on les a briefés, on leur a dit voilà, on se sépare tout juste. Donc si jamais il y a un changement de comportement, voilà, juste dites-le nous. Et on a continué d'avoir la pédopsie. Moi, je suis allée voir une kinésiologue. Okay. Pour moi. C'est quoi une kinésiologue? Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est quelqu'un qui va travailler sur ton âme, tes énergies. Et moi, elle m'a aidée à faire le deuil en fait de ma relation avec Steph. Okay. Le deuil de ce qui s'était passé entre nous, tu vois. Et puis sur un truc totalement différent, elle m'a réglé mon problème d'allergie au pollen. Écoute, c'est pratique, c'est énorme. Faire, C'était génial. Et du coup, j'ai emmené Elon aussi parce que rien à voir avec la séparation, mais depuis tout petit, c'est un bébé colère. C'était un bébé qui était fâché. Okay. Il n'y avait pas de truc particulier, mais il était juste fâché, tu vois. Et la pédopsie nous l'avait dit aussi, avant qu'il y ait séparation, etc. Elle nous avait dit, il est en colère, mais il n'y a pas de raison réelle, tu vois. Et moi, je crois beaucoup en tout ce qui est transgénérationnel. C'est prouvé d'ailleurs, le transgénérationnel, la force du transgénérationnel. Exactement. Pour moi, ça partait de là, tu vois, pour lui. Et même notre histoire avec Steph et nos blessures et ce qu'on a vécu, il y a beaucoup de transgénérationnel aussi. Et du coup, la kinésiologue a aidé avec le transgénérationnel. Je te jure qu'après la pédopsie, la kinésiologue, j'ai vu un changement. Il était beaucoup moins en colère. Il était beaucoup moins fâché, tu vois, pour tout enfant, quand il y a une frustration ou quoi. Chaque enfant le gère à sa manière. Lui, il le gérait en se cognant la tête par terre. Donc, il vivait avec un bleu permanent sur le front
Et nous, on avait peur qu'il s'ouvre le crâne en deux. Ça a dû te faire mal, ça fait mal à un cœur de maman, ça. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Et tu sais pas comment gérer le truc. Tu sais pas s'il faut l'accompagner avec douceur, si en fait, ou bien il faut le gronder, ou tu vois, c'est très compliqué, très complexe. Et un jour, il s'est griffé à sang et il a une cicatrice à cause de ça, tu vois. Et je trouve que ça a beaucoup aidé parce que maintenant, même quand il a des frustrations et des noms qu'il ne veut pas accepter, etc., eh ben, il n'y a pas de crise comme avant. Et il le gère tu vois, il va être fâché un petit peu, on va avoir une conversation, on va pouvoir en discuter alors qu'avant on n'arrivait pas à en discuter. On va pouvoir en discuter avec lui et ça va passer. Ta séparation, elle a l'air d'être... tu l'as bien balisée en tout cas. Est-ce que c'est parce que ça faisait aussi écho à la séparation de tes parents? Tu voulais faire les choses hyper bien pour ton fils? Est-ce que... Comment ça a fait écho, tu vois, à ce souvenir d'enfance qui, même si tu m'as dit que c'était pas ton plus grand chagrin, a été un moment marquant? La séparation en soi, ça n'a pas été un énorme chagrin, mais c'est le après-séparation, tu vois. Il faut se réhabituer, quoi. Voilà. Nos parents nous ont vachement préservés dans les débuts de la séparation. Ils vous ont expliqué? Ils vous ont dit, ils vous ont parlé à tous les deux, Hugo, il y avait déjà eu pré-séparation, tu vois, où il y avait des trucs où, tu vois, maman était partie, papa avait pris un truc, machin, et on était dans le flou total, mais on était ados, donc on n'était pas... vous aviez compris. On avait compris qu'il y avait un problème. Ils se sont remis ensemble, ça a été la guerre, on ne pouvait plus, ils s'engueulaient tout le temps. Et quand ils nous ont annoncé la réelle rupture-séparation, c'était genre, ok. Tu vois, en même temps, on s'y attendait un peu, tu vois, vu comment ça se passait à la maison, voilà. Et c'était plutôt le après, tu vois, quand il y a eu copains, copines, tu vois, qui rentraient dans le mix et tout. C'est là où ça a été vraiment difficile. Et puis après, on a vu que, en fait, ils s'entendaient pas du tout. Pas du tout, c'était la guerre. C'était la guerre et mes parents, pendant très longtemps, ils ne s'adressaient plus la parole, ils se parlaient plus. Tu vois, et du coup, avec mon frère, on avait vraiment le sentiment d'être, en fait, tu sais, le tampon. On était entre les deux. Mais vous étiez tous les deux, ça vous a soudés, non? On était tous les deux. Alors oui et non, parce que mon frère était en France, moi j'étais aux États-Unis. D'accord. Et tu vois, la dynamique était vraiment off. C'était pas dingue. Et c'était compliqué à gérer. Et surtout, tu vois, pour les réunions de famille, les trucs où, tu vois, ils essayaient de pas parler mal l'un de l'autre, mais parfois ils pouvaient pas s'en empêcher. Et toi, t'es là, mais en fait, je veux c'est pas mon père, entendre c'est ma mère. Voilà, je veux pas entendre ce genre de choses. Et t'essayes de défendre l'un l'autre, machin. Et après, il y a une espèce de petite jalousie qui s'installe et tout. Et moi, je voulais pas que mon fils vive ça, tu vois, parce que c'est vachement difficile à gérer quand t'es entre les deux. Ça t'a fait grandir, ça? Oui et non. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire de la sophro, parce que ça m'a beaucoup affectée, tu vois. C'était très difficile à gérer pour moi, d'être dans cette situation-là avec mes parents qui ne se parlent pas, et où c'est vraiment... c'est la guerre, quoi. Et tu n'oses pas parler à ta mère de ton père, à ton père de ta mère, parce que tu le vois, tu sais, physiquement, même s'ils disent rien. Physiquement, tu vois qu'il y a un shift, il y a un truc énergétique qui se passe, où ils sont automatiquement bloqués, braqués. Et après, tu vois, maintenant, ayant vécu une séparation avec toute la difficulté de la séparation, je comprends totalement parce que c'est tellement difficile à vivre et tu as envie de tout casser et tu dois prendre sur toi parce que tu as des enfants que tu essayes de préserver et tu n'es pas parfait. Et tu vois, mes parents, je leur en veux pas du tout parce qu'ils ont fait de leur mieux, tu vois, ils ont essayé de nous préserver au mieux, mais aussi on était plus grands, donc on voyait les choses. Comme moi, dans ma séparation avec Steph, avec Elon, j'essayais de faire en sorte qu'il ne me voit pas dans un certain état, qu'il ne me voit pas pleurer, tu vois. Mais il y a un moment où il me disait « Maman, t'es encore fatiguée ?» Parce que je pleurais tout le temps. Et quand vous êtes remis ensemble, vous l'avez annoncé à Elon, du coup? Ouais, alors c'est marrant parce qu'il s'était tellement habitué à ce qu'on soit, à ce qu'il ait son environnement séparé, tu vois. Chez papa, chez maman, et du coup, chez papa, il avait 100% de l'attention de papa, chez moi, 100% de mon attention, alors que forcément, quand on était ensemble, on parlait entre adultes, oui, tu vois. Même si on lui donnait beaucoup d'attention, c'est quand même différent. Et quand on a recommencé à se fréquenter, à se dater, et que je passais du temps chez Steph passait du temps chez moi, il râlait. Quand est-ce que tu rentres chez toi? Pourquoi tu es encore là? Rentre chez toi, je vais être avec papa, rentre chez toi, je vais être avec maman, tu vois. Donc il râlait un peu au départ. Et après, il a été super content. Comme quoi les enfants s'habituent à tout, quoi, finalement. Complètement. En fait, tant que tu fais les choses avec transparence et douceur, parce qu'on lui a pas menti, on lui a pas caché quoi que ce soit,
On lui a expliqué les choses, sans rentrer dans les détails parce que voilà, ça ne le concerne pas et puis il est petit. Mais on a été transparent et on n'a pas voulu, lui mentir. Finalement, ça s'est super bien passé. Et aussi parce qu'on a maintenu ce truc de bienveillance. Moi, j'ai jamais mal parlé de Steph. Steph a jamais mal parlé de moi. On s'est jamais, fait chier l'un l'autre pour, avec le petit au milieu. Moi, j'ai des potes. Ça se déchire dans tous les sens, les enfants sont mêlés. Alors que les enfants, ils comprennent rien. C'est toujours papa et maman, maman et papa. Et c'est ça, ils veulent pas. Ouais. Parce qu'il y a une énergie pesante aussi là-dedans, même si ils sont pas non plus témoins, mais il y a une énergie pesante. Mais tu vois, je vois quand avec Steph, on n'est pas d'accord sur un sujet, il le ressent direct et il vient. Et c'est marrant parce qu'il nous touche tous les deux. Tu vois, il nous prend tous les deux par la main et il nous regarde. C'est trop mignon. Et là, on est là, ok, vas-y, on revient sur le sujet, c'est pas important, de toute façon, voilà, tu vois. Et on n'a pas envie qu'il soit témoin d'engueulade, pas vraiment, parce que vraiment, on s'engueule pas tant que ça, mais c'est juste, tu sais, parfois t'es pas d'accord, et voilà, et du coup, l'énergie, il y a un shift en énergie, même s'il y a personne qui crie, tu vois, il le ressent, on le ressent, et du coup, on décide de, bon, allez, on s'apaise, et on change de sujet, on va sur autre chose, tu vois. Dans ce que tu as raconté, qui était hyper touchant, j'ai l'impression qu'il y a deux parties dans ton enfance. Il y a une partie de douceur, de moments très préservés, papa, maman, Hugo, Jade, et on est tous les quatre, et c'est merveilleux. Ouais. Donc il y a le avant 98, où tu n'as pas du tout conscience de tout ce qui t'arrive, de qui est ton père, qui est ton père, si, mais oui, tu vois ce que je veux dire. Du coup, qui va devenir hyper célèbre, etc., et ce que va être ta vie. Donc tu as eu ce moment très cocon. Tu as le moment post-98, vraiment, où là, explosion, et qui te remet... J'ai l'impression que ça t'a remis en cause en tant que petite fille. Enfin, t'es vraiment peut-être sortie de l'enfance à ce moment-là. Ah, complètement. Ouais. Oui, ça m'a complètement sortie de l'enfance innocente. Oui. Tu vois, tu te rends compte du vice. Il y a de la malice, tu vois, des trucs où à 10 ans, franchement, tu devrais pas... c'est pas à cet âge-là que tu dois te rendre compte de ces choses-là. Mais ça m'a apporté, tu vois. Beaucoup, ça m'a fait grandir, ça m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses. Ça m'a protégée aussi. Parce que, l'effet était que j'étais la fille de quelqu'un de très connu et que du coup, c'était ma vie, c'était comme ça, tu vois, ça n'allait pas changer et que il fallait que je me préserve d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'était l'apprentissage qui a fait que par la suite, j'ai appris à me préserver. Et puis moi, je crois aussi, alors je suis pas psy, mais ton enfance avant, elle t'a construite. Moi, je pense que vraiment l'enfance, t'as eu une enfance très cocon. Complètement. Ça t'a permis aussi d'avoir les bases solides qui font la personne que tu es aujourd'hui, mais qui font aussi l'adolescente qui a dû se manger dans la tronche des humiliations, des hypocrisies, etc. Parce que tu avais eu ça avant. Donc tu avais su que tu étais aimée et choyée et adorée par deux parents qui, de ce que j'ai compris, vous adorent tous les deux. Ça, c'est ce qu'on peut offrir de mieux à un enfant que l'amour de ses parents. Et la sécurité. Et la sécurité. Et la confiance. Tu as beaucoup parlé de confiance. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la vie. Que ce soit en famille, avec ses parents, avec son conjoint, avec son enfant, tu vois, même dans le travail en fait, au final. Parce que ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça m'a forgé, ça m'a appris pour ce que je fais aujourd'hui aussi, tu vois. Donc maintenant, je sais voir quand il y a des gens qui sont pas très honnêtes ou qui cherchent quelque chose et je sais me protéger, je sais le voir. Je finirai par là. J'ai vu une interview de toi où tu dis une phrase que j'ai trouvée vraiment hyper smart. L'intervieweur te dit, mais qu'est-ce que ça fait d'être fille d'eux ? Et tu dis, mais on est toujours fille de quelqu'un. Alors je ne suis pas fille de Mick Jagger, t'en parlais tout à l'heure, mais je suis fille de quelqu'un, je viens de quelque part. Et on est toujours en tant que femme, on est des filles d'eux, des femmes d'eux, etc. Et toi aujourd'hui, tu t'es construite seule, puisque tu disais que tu as été repérée, c'est vraiment pas... la célébrité de ton père qui t'a amené là où tu es, c'est qui tu as été. Alors au départ, justement, ça fait partie de mon syndrome de l'imposteur dans mon métier. Parce que forcément, on pense la facilité que j'ai autant d'abonnés parce que c'est grâce à mon père, parce qu'il est connu. Tu vois. Je suis connue par le biais de mon père. Quand j'ai explosé sur les réseaux, j'ai pris en une nuit, j'ai pris 20 000 abonnés. Et c'était réellement... à cause de mon père. Alors, je ne vais pas dire grâce, parce que vraiment, là, c'était à cause de mon père. Parce que tu as posté une photo et donc tu as eu plein d'abonnés ? En fait, je postais mes jobs de mannequin. Tu vois, mon Insta, c'était mon book de mannequin. Et comme je ne suis pas immense,
et que j'ai... Tu fais 10 cm de plus que moi, mais oui, ouais, bon. mais c'est pas... Mais pour un mannequin, on fait ce qu'on peut. Ouais, voilà. Pour un mannequin, il me manquait bien 5 cm, tu vois. Okay. Donc je faisais beaucoup de photos et j'étais à Los Angeles et je faisais beaucoup de lingerie et de maillots de bain. Donc c'est ce que je postais sur mes réseaux. Et sur un de mes shoots que j'ai posté, il y a un journaliste qui a dû se rendre compte, en fait, faire le lien de mon père, moi. Moi, j'habitais à Los Angeles, donc j'étais loin de tout ça. Enfin, les gens ne savaient pas qui j'étais. Je disais, je m'appelle Jade Leboeuf. Ils me demandaient, comme Shia LaBeouf, l'acteur. L'acteur américain. Okay. Personne n'osait le lien avec mon père. Okay. À part les Français qui habitaient. Trop bien, ça t'a préservé. C'était génial. Moi, j'ai adoré, tu vois. Ouais. Me créer ma propre identité. Okay. Et du coup, journaliste français, machin, des articles de presse qui sortent. La fille de Franck Leboeuf nue sur la toile. Je t'en mets dedans. Bon. Et du coup, dans la nuit... 20 000 abonnés. 20 000 abonnés d'un coup. Là, j'étais en vacances avec ma mère chez des amis. Qu'est-ce que t'as dit, ta mère? Alors, j'allume mon téléphone le matin et là, je vois une notification sur notification. Je suis là, waouh, il y a un problème. Moi, je pensais genre problème négatif, tu vois, et ça va pas du tout. Et là, ma mère, elle me dit, attends, viens, on te Google, tu vois. Et là, des articles. Et on était chez Christophe Dugarry à Saint-Barth. Et là, donc, on en parle et tout. Et moi, je suis là, mais moi, je veux pas tout ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est l'influence, c'était les débuts de l'influence, des réseaux, machin. Et il me dit, faut que tu sortes sur la vague. Ok. Ouais, faut que tu sortes sur la vague. Vas-y, tu vois, poste plein de trucs et tout, fais des photos, machin. On est à Saint-Barth. Donc, j'avais pris un pote de ma mère qui était photographe de mode, qui m'avait. Donc, ils t'ont tous vachement encouragé. Ouais, profite du truc, c'est peut-être ton moment. Ouais, trop sympa. Mais le souci, c'est qu'en fait, tous les abonnés que j'ai pris à ce moment-là, c'était que des mecs, que des fans de foot, qui voulaient voir la fille de Franck Leboeuf en lingerie, en petite tenue, tu vois. Moi, j'avais pas trop conscience de ça. Après, j'avais pris plein d'abonnés, mais je recevais des commentaires horribles. Mais vraiment... Après, c'est les réseaux sociaux, ça, mais oui. Ouais, mais là, tu vois, aujourd'hui, ma communauté est féminine parce que j'ai fait le travail au fil des années pour perdre cette communauté masculine et fan de foot en partageant des trucs couple, famille, tu vois, des trucs de meufs, les fringues, la beauté, le make-up et tout, qui n'intéressent pas du tout les hommes. Et du coup, maintenant, j'ai une communauté principalement féminine et qui est bienveillante. Bravo, parce que c'est long de construire une communauté. Ouais, c'est dur. Mais après, je pense que ta manière de partager aussi et de communiquer sur les réseaux, enfin, t'as la communauté que tu mérites. De temps en temps, il y en a qui vont s'égarer. Mais je m'en fous. En fait, je les affiche, je les bloque. Et moi, je ne veux pas de ces personnes-là. Si je dois bloquer 150 000 abonnés et perdre 150 000 abonnés, je le ferai et je m'en fiche. T'en as voulu à ton père à ce moment-là ou t'étais reconnaissante de ta notoriété soudaine? Non, parce que c'était pas de sa faute. C'est lui, il t'a appelé, il t'a dit j'ai vu ce truc-là, ou toi tu l'as appelé? Ouais, on en a parlé, mais il n'y a pas eu vraiment de sujet à ce niveau-là. Et puis je savais que c'était pas de sa faute, c'est pas lui qui a parlé de moi dans une interview. Et du coup, tu vois, c'était vraiment le hasard, quoi. C'était le hasard, mais c'était génial parce que du coup, ça m'a donné un tremplin pour ce que je fais maintenant. Mais j'ai dû vraiment beaucoup travailler. Ouf, tu fais des trop belles photos. Merci. En plus, j'ai de la chance, mon mec est photographe, donc ça aide. Ça aide, clairement. Ça aide beaucoup. Et moi, j'adore la photo aussi. Et tu sais, tu parlais tout à l'heure de Christophe Dugarry. Je me disais, est-ce qu'avec dans cette équipe de champions du monde, il y avait des enfants aussi? Ouais. Vous étiez, je sais pas, est-ce qu'il y avait des enfants, j'imagine, qui étaient pile dans la même situation que toi? C'est-à-dire, j'ai un père qui est devenu... Ouais, mais nous, on était les plus âgés. D'accord. Donc, t'as pas eu de proximité à ce moment-là ou après plus tard avec les enfants des uns des autres? Avec Timista Lizarazu. Ok. Mais plusieurs années plus tard. Okay. Je me souviens qu'on avait passé des vacances ensemble quand on était petits, mais il y avait quand même un bon écart d'âge. Ouais. Et ensuite, la vie, le hasard des choses, je me suis installée pendant 6 mois à New York avec ma mère, enfin, chez ma mère y habitait. Je me suis installée chez elle en période de transition de vie. Et il s'avérait que Chim était à New York et il développait des business et tout. Et du coup, à cette période-là, on s'est vus et on était vachement potes et tout, et on avait un petit groupe d'amis et tout, c'était cool. Ensuite, moi, je suis partie, on est resté un peu en contact, après on s'est perdu de vue. Vous en parliez de ça? Un peu, ouais. Il m'est arrivé ce truc-là d'un jour au lendemain, lui pareil finalement. Ouais. Et puis même, tu sais, de l'image, après lui, il a développé son truc aux États-Unis, tu vois, donc c'est cool parce qu'il s'est créé son identité à lui, tu vois, sans qu'on lui dise, de toute façon, parce que tu sais, c'est très français, de toute façon, t'as réussi. Donc quoi qu'il, il y a de la triche quelque part. Quand t'es enfant d'eux, la facilité, c'est que t'as rien fait par toi-même. Et c'est facile parce que ton père a de l'argent, donc forcément, toi, t'as de l'argent. C'est pas le cas. Tu vois, c'est pas du tout le cas. Lui, il a de l'argent, il a fait son argent, c'est le sien. Ce n'est pas le mien. Moi, l'argent que j'ai, je l'ai fait moi-même toute seule. Tu vois, j'ai travaillé pour. Et oui,
mes 20 000 premiers abonnés, oui, c'est grâce à mon nom de famille. Mais c'est pas grâce à ça que je travaille aujourd'hui. Parce que si j'avais maintenu ce ratio d'hommes sur mon compte, les marques ne travailleraient pas avec moi. Bien sûr. Donc c'est tout le travail que j'ai fait après pour vraiment faire évoluer mon compte. Et je suis passée de 20 000 abonnés à maintenant 300 000 abonnés par ma manière de communiquer. Et tu vois, j'ai fait de la télé aussi, où je me suis comportée comme moi-même, bien comportée. Il n'y a pas eu de drama, de trucs en particulier. Et ce qui est cool, c'est que moi, j'avais peur avant de faire de la télé, mais j'avais envie de cette aventure et de voir ce que ça pouvait donner. Et finalement, c'est génial parce que j'ai eu des super retours en me disant c'est cool de voir des gens sains, tu vois, de voir un couple sain, et des personnes qui se déchirent pas et qui se clashent pas sur les réseaux. Tu vois, même dans notre séparation, à aucun moment, il y a eu un sujet sur les réseaux qui a été abordé sur notre relation entre Steph et moi, tu vois. Parce que aussi, sur Internet, tout reste. Et je voulais préserver mon fils à l'avenir et qu'il n'ait pas à subir ce genre de choses. Et puis même pour moi, parce que je n'avais pas besoin de l'avis des gens, tu vois, sur notre séparation. Donc c'est cool parce qu'il y a quand même eu beaucoup de bienveillance sur le fait qu'on soit séparés. Les gens étaient tristes de voir qu'on puisse se séparer. Ouais. Parce qu'on adore notre couple, apparemment. Et, vous êtes trop beau. Enfin, ouais, merci. Et vraiment, ce qu'on montre sur les réseaux, c'est vraiment comment on est au quotidien, tu vois. Mais c'est peut-être ça qui marche, en fait. C'est une forme d'authenticité. Ouais, mais bon, après, tu peux jamais vraiment savoir. Tu vois, tu le sens quand même. Ils sont fiers de toi, tes parents? Oui. Te le disent? Ouais. Mon père avait peur, tu vois, des réseaux. Ouais. Il aimait pas, mais il comprend toujours pas. Bon, je réussis ma vie, je suis autonome, indépendante depuis très longtemps. Et oui, il est fier que je réussisse à vivre ma vie comme je l'entends et comme je veux. Donc parfois, il y a des trucs qu'il aime pas trop, mais il a peur pour toi parce que c'est sa fille, quoi. C'est normal, tu vois. Et ma maman, c'est pareil. Et avec ma maman, on ouvre un business ensemble. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Ouais, on ouvre un studio de pilates. Enfin, c'est plus le sien que le mien. Mais c'est cool de pouvoir elle est professeure de pilates aussi, ta maman. Dans ses plein de casquettes, parce qu'elle fait plein de choses, ta maman. Ma maman a fait plein de choses. Ouais. Elle est décoratrice d'intérieur. Elle a suivi une formation de pilates il y a très longtemps. Elle avait un studio de pilates à Los Angeles. Trop bien. Et là, elle en ouvre un à Nice, là, le mois prochain. Bravo. Ouais. T'as envoyé ces photos? Ouais. T'es quand même beaucoup trop mignonne. Cette photo, c'est vraiment... Tu te rappelles de quand elle était prise? Aujourd'hui. Je m'en souviens pas du tout. Là, t'as quoi? T'as 3 ans? Ouais, je pense. Ton fils, il te ressemble ou il ressemble à son père? C'est mon portrait craché. Alors, mon mari est très triste, mais il a genre son tempérament à lui, mais physiquement, quand je compare des photos de mon fils et de moi au même âge, c'est moi. Trop bien. Juste, il a ses cheveux, mais... Cette photo? Ça, c'est avec mon petit frère. Et c'était on a fait 2 écoles en Angleterre. Ouais. Et ça, c'était la première école dans laquelle on était, Fulham Prep. Et c'était trop cool. On avait nos petits uniformes et tout. Vous êtes trop mignons. Ouais, ça, c'était une photo de rentrée. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 7 ans. Ça, c'est encore avec mon petit frère. Ça se voit que vous êtes hyper proches. Ouais, on était super proches. Enfin, on l'est encore. Vous devez être trop contents, tes parents. C'est génial d'avoir une fratrie qui est proche, qui s'entend bien. Et Mais après, je pense que aussi l'éducation, ça joue quand même. Parce qu'ils nous ont vraiment... on a grandi dans l'amour et dans le respect de l'autre. Et tu vois, bon, forcément, on se chamaillait comme tout enfant. Hein. Oui, mais c'est normal. Ce qui est totalement normal. Mais par contre, par exemple, on s'est jamais frappé. J'ai jamais eu de baston entre mon frère et moi. Genre, vous taquiniez, vous faisiez des petits coups Non, on se chamaillait, quoi. Tu m'as pris mon truc, laisse-moi tranquille. Tu peux, tu vois, enfin... Des trucs normaux de frères et sœurs. Et c'est ça qui est sympa aussi quand t'as des frères et sœurs. Mais oui, c'est normal. Et ça t'apprend la vie aussi, tu vois, quand tu te chamailles avec ton frère ou ta sœur. Mais par contre, dans tout ça, on était hyper soudés et hyper proches. Tu vois, mon frère, c'était un enfant très tête en l'air. Okay. Donc, et toi, t'es plutôt carré ou... Moi, oui. Ouais. Alors moi, il fallait que je sois toujours à proximité de papa-maman. Tu vois, et mon frère, par contre, très facile de le perdre. Mon père a un jour fait le test dans un supermarché. Il a perdu ton frère? Non, il a fait exprès, mais tu vois, il se Donc cachait. Il s'est perdu au rayon donuts. Voilà, dans un rayon, il regardait un truc, mon père s'éloignait, il gardait un œil dessus, tu vas cacher. Et mon frère, vraiment, genre, il a fait sa petite vie se balader, il s'est pas soucié du fait qu'il était tout seul et que son père n'était plus là, tu vois. Alors que moi, c'était... il a paniqué? Non, même pas. Source de stress. Hugo, mon frère? Ah non, il a pas du tout paniqué. Ouais, il était calme. Non, c'est mon père qui après est revenu, il dit ça ne dérange pas d'être tout seul. Tu vois. Et alors que moi, c'était il est où Hugo, tu vois. J'avais conscience que mon frère était un peu... Tu fallait t'es la grande sœur protectrice. Ouais, c'est ça.
La deuxième petite maman, quoi. Ça te donne envie d'avoir un autre enfant, ça, ta fratrie, ou pas, ou Bah, écoute, pendant longtemps, non. Tu vois, je m'étais dit un seul enfant, parce que le monde me fait peur, voilà. Ouais. Et puis aussi, on a une vie où on voyage beaucoup, on bouge beaucoup, et du coup, avec un enfant, c'est quand même plus facile. Et c'est marrant parce que maintenant que Elon est plus grand, qu'il est autonome, et puis après, la séparation, s'être remis ensemble avec Steph, tu vois, ça a relancé quelque chose. Et ben, j'en ai de plus en plus envie, tu vois. Mais je me pose énormément de questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vraiment... voilà, parce que là, on est tranquille. Enfin, c'est genre, c'est facile. Est-ce qu'on se remet dans le truc de... dans les bébés. Un nouveau-né, une grossesse, Elon, il le réclame ou... Ah oui, oulala. Ouais, oui, il veut un petit frère. Ah oui, ça fait 3 ans qu'il nous le réclame. C'est vrai? Ah ouais. Moi, j'aimerais pas qu'on monte cette photo. Ouais. C'est toi, ça, hein? Ouais, c'est moi. Non, c'est moi. Ça te donne pas envie d'avoir un autre bébé, ça? Regarde, comme ils ont l'air heureux, tes parents. Ouais, grave, mon père avait des cheveux. Ton père avait des cheveux, ouais, complètement. Ouais, ils étaient tout jeunes. Ils t'ont eu super jeune, ce que tu disais. Ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'on termine sur ce truc-là. Tu vois comme elle est jolie, cette petite fille. Ouais. Hein, ça, c'est mes origines espagnoles. Ma maman est espagnole. C'est vrai? Ouais. En Angleterre, ils m'avaient mis à des cours de flamenco avec l'école. Et j'avais fait un spectacle de flamenco. J'étais tellement fière de faire du flamenco. T'es incroyablement belle. Quel âge tu as là? Là, je devais avoir 9 ans, je crois. Ah ouais? Ouais. Alors ça, c'était chez mes grands-parents dans le sud de la France. J'avais ramené ma robe de flamenco et mon éventail suite au spectacle que j'avais fait parce que mes grands-parents sont espagnols. Et du coup, j'étais tellement fière, tu sais, de leur rendre hommage à leurs racines, à mes racines. Et voilà, j'adore, je trouve ça trop beau. Tu sais, les Espagnols, flamenco. La femme que tu es aujourd'hui, si elle devait dire quelque chose à la petite fille en robe de flamenco, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Fais-toi confiance. N'aie pas peur, parce que de toute manière, tout passe, le bon comme le mauvais. Et rien n'est jamais définitif. Merci Jade. Merci à toi. Merci beaucoup et à très bientôt sur Grands Enfants peut-être. Ouais. Merci beaucoup.